Every match right now matters a lot. We need to really win every single game. We never had it this close. It's week 5 and it's time to stop f***ing around. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e semaine de LCS. Je suis en compagnie de Douag, oui. Ça va toujours bien? Toujours très très bien, un plaisir d'être ici et de commenter cette journée des LCSEU. UOL Splice pour mon retour pour commencer, je pouvais pas rêver mieux. Ça va être un match, alors on va voir, intéressant, je pense que tout de même, il y a de grandes chances que ce soit une terrible déculottée infligée par Splice. Ouais, à UOL par Splice, parce que bon, Splice, même s'ils ont perdu contre des Fnatic qui sont très chauds en ce moment, où ils sont bien fait écraser, mais autant à la draft que sur leur league game, enfin, c'est bon. Il y a des games, ça se goupille mal, je pense que ça reste une très bonne équipe de haut de tableau. Okay. Donc Splice dans le ventre mou à 5-5, donc ils font toujours une victoire, une défaite. J'ai même entendu de sources sûres que si jamais ils faisaient un jour une semaine à 2-0, il y avait ça joue à Catan dans la Gaming House Splice, et donc à chaque semaine à 2-0 on achète une extension. C'est voilà. Vrai, c'est True Story. True Story. Bah écoute, c'est... J'espère pour eux motivant. Sachant que jouer à Catan sans Ville et Chevalier, je trouve que c'est dommage. Le jeu n'a aucun but. Voilà. Mais après là ils ont UOL Schalke. Logiquement c'est la bonne semaine. Je pense que c'est une bonne semaine. Après voilà. C'est-à-dire que Schalke, on sait qu'en scrim, pareil, on sait que Schalke en scrim, généralement ils sont très chauds. Upset est beaucoup plus décomplexé, ouais. Et Splice a beaucoup de mal à gérer en scrim, mais sur la scène, les choses se passent différemment. Après, pour le match qui nous intéresse aujourd'hui, UOL c'est du 1-9. Ah oui. 1-9, si je ne me trompe pas, je crois que je ne me trompe pas. 2-8, pardon. 2-8. Bon. 2-8, il y a 2 victoires. C'est pas mauvais, mais c'est pas au niveau. C'est-à-dire que. Et les games qui ont été gagnés, c'est parce que Exile a réussi à revenir un peu au niveau de Exile, dans, on va dire, l'âge d'or UOL, où c'était le midlaner qui faisait le plus de solo kills, et donc qui sortait des grosses mécaniques et qui était très en forme. On l'a moins vu, et on sent que tout de même, les changements de la structure, que ce soit les joueurs, que ce soit le coaching staff, ouais. Même s'il y a toujours Chippy aux commandes, il y a eu pas mal de changements chez UOL. On sait que c'est pas une des équipes qui a un des plus gros budgets, donc on sait que le mercato est compliqué. Enfin bref, on connaît toutes les difficultés du UOL et ça se ressent dans le style de jeu. Ouais, c'est compliqué si des équipes comme ça parviennent pas à trouver les petites pépites avant les autres. C'est ça le problème quand t'as pas les budgets. Faut être assez malin et aller piocher au bon endroit au bon moment. Parce que voilà, tu peux vite te retrouver avec les restes entre guillemets, même si c'est assez dur, surtout que là c'est la mode de créer un peu des équipes secondaires avec les académies, donc ça va être encore plus dur d'aller bloquer des joueurs, sachant que les grosses structures à gros budget se permettent d'avoir 2 line-up limite qui se valent. Vitality c'est un très très bon exemple par ailleurs, mais ouais, Unicorn of Love va falloir que les gars soient solides mentalement, ou alors le club va clairement s'habituer à être dans le bas du classement, et c'est jamais plaisant, quoi. Chaque année en fait on voit UL arriver avec un mercato, on se dit il y a moyen. Alors moi chaque année je me dis bon, sur le papier ça me dit rien, pas sexy, quoi. Mais l'année dernière ils avaient exercé par exemple, Samux avait été très bon, avant ils avaient fait Exile, enfin chaque année ils arrivaient avec des nouvelles pépites, sauf que forcément faute de moyens, chaque année ils se font voler leurs pépites. C'est ça le problème. Mais donc on voyait le mercato cette année, et on se disait bon, pourquoi pas, peut-être qu'ils vont se faire révéler ils vont révéler des joueurs, mais on n'avait pas de joueurs vraiment inconnus au bataillon. C'est-à-dire que White Knight il sort d'une saison qui est compliquée,
avec le PSG. Donc Cold qui était Trashy, on pouvait se dire bon bah Trashy c'est un bon jungler, il peut arriver quelque chose. Ça n'a pas marché. Exile il n'est pas dans son état de forme. Et la duolène Totoro Samux, un coup c'est bon et un coup ça marche pas. Donc on sent que alors je sais pas, on n'est pas dans le secret des dieux, c'est-à-dire que comment ça se passe en termes de mental, comment ça se passe l'entraînement, est-ce qu'ils sont abattus par la défaite, on ne sait pas. Mais en tout cas, là on a passé la 5e semaine, donc autant il y a des équipes, il y a beaucoup même toutes les équipes, on leur laisser le crédit du début de split, genre ça va se mettre en place. Quoi, le temps de se roder. Là ça s'est pas mis en place, donc on attend. Voilà, il n'y a pas de mauvaise équipe en LCS, je pense que n'importe qui peut prendre n'importe qui, mais Splyce a beaucoup travaillé son early game, parce que Splyce c'est une équipe qui avait beaucoup de mal en early game, qui jouait scaling, qui jouait autour de Kobe, la top lane on en a parlé au pré-show, au AD, ça ne marchait pas, et on allait sur des games, c'était ce qui est bien c'est que les copains ils sont à Berlin, ils sont à NA, mais ils nous mettaient à chaque fois, c'était les équipes avec les temps de game les plus longs de leur ligue. On se fatiguait un peu. Ouais, on est passé parce que Splyce à la 3e semaine c'est 52 minutes de game moyenne. On est passé à la fin de la semaine 4 à 42 minutes et on a réduit encore en 5e semaine, etc. Donc on avance dans la bonne direction. Ça montre qu'ils n'étaient pas super confiants d'aller chercher des games aussi longs qui peuvent se jouer sur un teamfight un petit peu au 50-50. Ça montre vraiment qu'ils ne sont pas confiants dans leur plan de jeu de base et qu'il faut aller chercher la dernière étape pour s'en sortir. Mais là, tu l'as dit, UOL, après le problème du UOL, c'est un peu le problème que vont rencontrer maintenant les clubs à petit budget. C'est vrai que maintenant, ça va avoir une incidence vu les grosses marques qui commencent à venir un petit peu s'entourer au niveau des LCSEU. On a eu un peu le même problème sur le Pro Tour, par exemple, mais là, c'est plus français ou c'est plus national par rapport au pays. C'est difficile de monter des line-up, sachant que rien protège, entre guillemets, le club par rapport à son joueur. Même les contrats aujourd'hui... Voilà, c'est facile de racheter quelqu'un pour pouvoir le récupérer. Donc, monter des line-up quand tu n'es pas déjà sécurisé au niveau de ton budget, ça devient compliqué parce que tu as l'impression de faire les efforts pour les autres. Et tu l'as dit, si UOL n'arrive pas à tirer par au moins un certain nombre de victoires, ils vont avoir de plus en plus de mal à former leur équipe sur les splits suivants. Donc, faut vraiment se réveiller un minimum, arriver à aller chercher certaines victoires. Et après, il y a aussi le côté où, quand tu commences à enchaîner les défaites, c'était Yuki qui m'expliquait un peu plus ça, parce qu'il avait fait partie des Monkeys sur un split très compliqué. Les Monkeys, après, pour moi, la défense des Monkeys, bon, déjà, l'équipe, entre ce qui avait été promis et ce qui est arrivé à la fin, ça avait beaucoup changé entre temps. Et en plus, débarquer en tant que rookie au Summer Split, c'est beaucoup plus dur que d'arriver au Spring, parce qu'au Summer, le mercato est beaucoup moins agressif. C'est-à-dire que tu as des équipes qui restent stables. Allez, parfois, tu as un changement par-ci, un changement par-là. Les équipes qui marchent très mal, il y a des changements un peu partout, mais bon, à la limite, les équipes bien en place restent bien en place. Donc en fait, arriver au Summer en tant que rookie, c'est super dur. C'est compliqué. Et il expliquait que voilà, quand t'as pas certaines victoires à des moments clés, ça devient de plus en plus compliqué d'envisager de gagner. Et là, c'est peut-être un peu ce que ressent UOL. Tu l'as dit, quelques exploits d'un joueur à des moments peuvent surprendre, mais sur la durée, ça passera pas. Il faut vraiment revoir un peu les bases ensemble à 5 et avoir des plans de jeu bien définis, quitte à louper des games, mais au moins ça leur permettra de travailler des choses très spécifiques. Ouais, et encore, on pourrait se dire, bon, mais je trouve qu'ils profitent du BO1 parce que c'est une équipe qui en BO3 a très peu de chance parce que comme tu as dit, on compte sur des mécaniques individuelles, sur des exploits individuels, ça passe ou ça casse. Plus on allonge le nombre de matchs, la durée de match, et bien plus la stratégie d'équipe et la puissance de l'équipe prédomine sur quelques plays dispatchés par-ci par-là. Donc on va voir ce que ça donne. Après, voilà. C'est une équipe contre Splyce, c'est ouvert. C'est-à-dire que Splyce, en termes de stats, avant les 15 minutes de jeu, c'est à moins 1360 gold. Donc c'est-à-dire que voilà, ça struggle en early. Donc dans une méta où on en a parlé au pré-show, jusqu'en semaine 3, semaine 4, le snowball était quasiment inexistant. C'est-à-dire que 50% de victoire pour les équipes devant goal à 15 minutes, c'est inexistant. C'est faible. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on a des tanks qui sont revenus. On a beaucoup de Galio, on a les Sion, les Gnar, les Shogat, les Horn. C'est Juani, Zach. C'est vraiment les gros champions méta, je pense, du moment. Pareil, en support, Tariq, Tarik, Alistar. Donc, c'est des équipes qui, pour moi, permettent de créer l'ouverture en early game, avec peut-être justement Exile sur un carry par exemple, ou pour aller un peu porter l'équipe. Pour moi, il y a quelque chose à faire.
Voilà. Bon, on va voir ça. Donc, le cas, la draft va démarrer dans quelques instants. C'est le premier match de ces LCSEU, en tout cas pour cette semaine-là. C'est UOL, c'est Splyce. C'est plutôt Splyce contre UOL. Splyce qui aura le blue side et donc le first pick. Et les bans ont fait leur apparition avec Xayah, Vladimir côté Splyce qui ont été supprimés pour le moment. Non, UOL, Skarner. Skarner qui pardon. est extrêmement joué du côté de l'Amérique du Nord. J'ai toujours beaucoup de mal avec Skarner. Après, c'est vrai que les Skarner Predator, Ouais, je flash, je prends un ça mec. court, hein. Ou alors tout simplement, je pile le premier mec qui engage et je le traîne un petit peu, on recule, on le finit. Mais c'est un pick qui est très bien avec son stun. Enfin, c'est un bon pick. Non, c'est un bon pick en ce moment, mais c'est juste que c'est un pick qui domine pas l'early game, donc c'est un peu le pick facile, le pick de la sécurité. Et c'est vrai que Splyce peut apprécier ce genre de champion, tu le disais, parce qu'ils aimaient bien les games longues. Et là, c'est vrai que c'est à ce moment-là que Skarner est vraiment décisif, quand il est capable d'aller catch une personne en late game pour le finir. Et c'est vrai qu'il y a Niski qui se débrouille comment dans ces LCSEU. J'ai pas eu trop l'occasion de le suivre, ça va s'il te plaît? Alors on sent tout de même que le passage des NA au EU, je trouve qu'à la mid lane l'Europe est plus forte. Le level est plus élevé, oui, bien sûr. Donc il est peut-être moins clutch qu'il ne l'était. Après c'est un bon joueur. Je pense qu'il y a encore des erreurs de jeunesse. Genre un petit dive qui foire, un petit pick-up, un petit fois on s'est senti peut-être un peu trop zélé, mais il a envie de bien globalement faire aussi, il a envie de bien faire, il faut qu'il prouve au niveau globalement ça européen. pour moi Splyce ça monte en puissance. Enfin moi c'est surtout au Summer Split que je les attendais plus forts. Je me suis dit que le Spring de toute façon c'était un moment de formation pour l'équipe. C'est vrai. Qui a énormément bougé, puisque de la line-up d'origine il n'y a plus que Kobe qui est là. Ouais, on va amener sur Gangplank avec Ryze Tristana en face. Donc là pour l'instant c'est des champions top tier de cette méta. Normal, on est dans le début de la draft. Les junglers se piquent plus aussi rapidement qu'avant, j'ai l'impression. Alors qu'avant on se jetait vraiment sur le jungler. Il y a la Sejuani qui est toujours très prisée. Ouais, après c'est vrai que Zach ça peut attendre Jarvan, un petit peu. Zach, Sejuani, c'est trois champions qui sont très intéressants. Et c'est vrai que là, la Sejuani tombe très bien face à Ryze Tristana. Avec le cancel de jump possible, avec cette ultimate de zone qui contre Ryze fait son effet. Le Ryze faut le bloquer sur place et le fumer avant qu'il spam ses shields, sinon c'est abominable. La réponse peut-être du match-up, ça va être une Orianna côté Niski. Ok. C'est une composition qui a de bonnes bases côté Splyce. C'est Splyce, c'est-à-dire c'est draft safe, c'est draft solide, c'est assez complet. Il y a du teamfight, il y a du scaling, il y a du speed push, il y a un début de frontline, il y a un peu de contrôle. Il y a du clear wave. Non, ils ont déjà entre guillemets. Ils ont la base. Il manque juste un peu de dégâts pour le moment parce que c'est vrai que le GP va falloir attendre un petit moment et même Orianna aussi pour pouvoir tirer des dégâts. Un petit Varus chez Kobe avec un Tariq ou un Tahm-Kench, et voilà, on a quelque chose de sympa. Clairement. Tahm-Kench d'ailleurs, voilà, si tu l'as vu toi. Oui, ils l'ont vu aussi, désolé moi mais Comment ça je peux pas outdraft Chippy. Mais si monsieur, parfaitement. D'ailleurs on joue sur le 8.3, le 8.4 passera a priori la semaine prochaine en Europe. Ban de Horn, logique aussi pour faire face à Odo Amné. Est-ce que le ban de Horn annoncerait pas un second ban top lane aussi? Parce que là on va commencer à limiter un maximum les choix. Ça ouvre un Gnar, le ban de Horn, mais en ce moment Gnar est assez pas bien trop contrôlé apprécié, par C'est assez bien contrôlé par Sion sur la phase de laine pure. Tahm-Kench Varus, bravo. Moi je suis impressionné. Pour moi c'est toi qui aurais dû aller aux États-Unis et pas Zab. Mais je le dis. Voilà, je le dis devant toute la France. Jamais de la vie. C'est horrible. Faut savoir que Zab tous les soirs appelle Noah pour lui demander ce qu'il doit faire le lendemain. Je lui donne. T'es généreux, trop généreux. C'est sympa ton partage. Allez, ban de Jax côté UOL. Alors c'est rejoué top lane. Jax, moi je l'ai adoré en jungle surtout. Mais là du coup vu que c'est vrai que Cold peut-être est capable de... Moi j'ai adoré Jax jungle, c'est vraiment ma révélation de ce début de saison. Je suis peut-être un peu en retard mais... Non, c'est parfaitement dans la méta, c'est une très bonne alternative. Je pense que c'est même peut-être le seul tank bruiseur dans la jungle. Même parfois on en veut des full temps. En fait, selon la domination, tu peux t'adapter. Où est-ce que tu mets ta trinité? Est-ce que tu la mets en 3ème objet? Est-ce que tu la mets en 4ème? Est-ce que on a même vu des jacks la mettre en 6ème? Parfois des jacks en 2ème après le Cinder Hulk. Normal. Ça te laisse un peu de flexibilité. Alors pour Trashy, le Jarvan. Logique. Il restait plus que ça de fort avec Zac. Mais le Zac là
n'allez pas vraiment dans la compo IOL pour faire face au Splyce. Faut pas leur rentrer dedans violemment. Au Splyce, ils ont beaucoup trop de défense. Voilà, j'aurais préféré Kalista, hein, personnellement. Je trouve que ça manque de dégâts. Ezreal. Il l'a joué. C'est fort contre Tristana en lane. Ça, c'est sûr. Et peut-être le Zilean de Casing, ou est-ce que c'est toujours sa fameuse dédicace? Il a déjà pris 2 fois cette saison. D'accord. Donc c'est pour ça que maintenant on sait même plus en fait. Il fait sa blague, il la fait pas. Bon là il est pas encore log donc. Après contre Alistar c'est compliqué de sortir. Tu te fais démonter. Ah oui. Ouais, tu prends headbutt, atomisation, ignite. S'il a l'aftershock c'est fini. On a préféré Braum pour le coup. Alors Braum pour l'instant n'a pas forcément une place monstrueuse dans la compo et face à la compo adverse. Mais ça reste un pic fort du moment. Il n'y a pas Tahm-Kench de dispo, on n'a pas le Alistar. J'aimais bien le Taric. Bah Taric je trouvais ça mieux, ouais, carrément. Contre la composition avec le go-in de Jarvan suivi par Ryze. Taric aurait pu tellement faire l'affaire, mais c'est vrai que Braum est quand même mieux en lane. Oui, bah oui. Donc bon. Après maintenant le Taric, l'arme de la DS qui spam ses heals. Ouais, Bah en fait le problème du l'arme de la DS c'est que ça reste squishy du coup parce que bah t'augmentes pas rapidement ton objet jungle, t'as pas rapidement de points de vie. Donc effectivement le Alistar il fait peur avec son ignite parce que bon je pense que du côté de Casing on sait que c'est un ignite. Ouais. Et finalement donc un Gunnar pour White Knight. Il y a l'Elaspi qui sait qu'il se fera pas contrer par un truc un peu chelou. Après le match-up et pas forcément 100% win. C'est pour ça que c'est une bonne opération côté Splyce. Quand tu arrives à first pick un top laner comme Gangplank qui est important pour toi, pour ton joueur, et qu'à la fin de la draft, tu as réussi à bien gérer pour pas te retrouver face à un énorme counter pick. C'est vrai qu'on aurait pu retrouver les Lucian top, ce genre de choses qui sont vraiment là pour écrabouiller le Gangplank. Parce que le Gangplank, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de farmer. Si tu farmes, tu gagnes. Si tu t'es deny, t'es vite un problème pour ton équipe. Le Gangplank, Targon, Cull, Klepto. C'était beau ça. Ça farme tellement. Mais après, on a vu un cas de Gangplank contre Lucian. L'avantage du Gangplank, c'était Uni contre Licorice en Amérique du Nord. Et bon, après, il y a une différence de niveau, c'est Uni sort de chez SKT. Et il y a eu un gros camping de la top lane et Licorice s'est fait ouvrir. Ok. Mais pas en 1v1. C'est d'abord fait ouvrir par le jungler, puis après par le Gangplank. Ça paraît quand même un peu plus envisageable. Niski, qui est le focus actuellement de la prod de Riot Games, avec son jungler. Et en face, voilà, il y a Unicorn of Love. Tu l'as dit, Noah, ils sont dans une situation compliquée. Chaque game compte, chaque victoire est importante pour les IOL. Face à Splyce, ça paraît faisable sur le papier. C'est pas imprenable. La composition quand même, Splyce fait assez peur. C'est vrai que ce Ezreal déçoit un peu. Le Ezreal déçoit un petit peu. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi le gérer en plus, hein, côté IOL. C'est pas forcément le top pick dans la situation. Après, c'est vrai que avec le petit Braum, ça peut donner quelque chose maintenant qu'on a les compositions globales. C'est un Braum optimisation glaciale, Doag. Oh, quelle surprise. Je me pose encore la question, moi, sur l'intérêt de cette rune. Ben ouais, en fait, l'arbre inspiration a tellement été successivement nerf que parfois je me dis qu'un bon gardien sur un Braum. Le Alistar, lui, par contre, il a pas blagué. Bah non. Lui, il est sûr de lui. Samux qui est sur Tristana. Là, on voit Kobe et Casing. Le début de game va avoir lieu. On voit voilà, quelques petites statistiques. Donc les goal différence. Unicorn of Love en première semaine. Ouais. Il y a déjà eu un match. Les deux. On est sur les matchs retour. Il y a déjà eu un match. UOL se faire casser la gueule. C'était soldé par une défaite de UOL. Ouais. Mais UOL, de toute façon, n'a gagné que contre Giants et contre H2K. Okay. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont vraiment gagné. Bon, H2K qui étaient les derniers du classement et qui ont un départ très compliqué, parce qu'ils ont eu tout ils ont fait. D'abord, ils ont fait rentrer un nouveau jungler, puisqu'ils ont fait rentrer. Non, d'abord ils ont passé Kaedrel en jungle et ils ont pris Selfie, puis après ils ont retiré, parce qu'il y avait Santorin, puis après ils ont retiré Kaedrel pour y mettre Chouk. Donc il y a eu un départ très compliqué. Et on le rappelle, pour l'instant ça va un peu mieux pour Chouk, vous les verrez un petit peu plus tard dans la journée. La phase de lane pour l'instant est à l'avantage des UOL sur la bot lane parce que le push est plus efficace côté Tristana et Alistar. On voit que l'Alistar ne craint rien. Là, il n'hésite pas, il met même pression alors qu'on est pour l'instant que niveau 1. Le niveau 2, heureusement, n'a pas pu connecter le combo.
Le tir mystique maintenant au niveau 1, en fait, le Alistar peut même consciemment faire le choix de l'encaisser pour empêcher le S de farm et de push. Avec les heals permanents, il peut se permettre clairement. Première confrontation entre les deux junglers, Jarvan a clairement l'avantage. Alors après attention parce que le niveau 3 de Sejuani, c'est Power Spike. Ouais, mais il y a l'électrocution, l'électrocution elle fait très très mal. Et en plus il y a la mid lane qui push. Donc il sait, voilà, il sait que Exile lui pourra décaler pour l'aider, alors que Niski de toute façon n'aura pas vraiment son mot à dire. Alors il y en a qui va mettre du temps, hein. Ça met du temps. Oh, c'est malin ce qu'il fait Exilé. Exilé là qui a l'information, on va pouvoir mettre un peu plus de dégâts, dommage. Le combo de Cole n'a pas pu connecter, le Gromp finalement va être laissé, mais on va forcer un back sur Sejuani logiquement parce qu'elle va devoir peut-être aller farmer bot side. Non, elle va aller grid les loups. Ça c'est dangereux hein, parce que ça aurait pu être puni. Il est pas parti le carapateur, hein. Il est prêt à revenir au cas où. Ouais, il est dans le coin. Hein. Là il a l'information, hein. Il sait, voilà, bah, il revient, c'est logique. Hein. Là pour moi Sejuani fait peut-être une erreur. Alors après ça dépend, si elle valide quand même son camp, c'est positif. Elle a quand même réussi, bon voilà, bon ça va... Ah ça va être un flash peut-être, hein. Quoique le Q-spell est... Ah le Q-spell est trop long, ouais, ça va être un... Non ça va. Il a raté son combo. C'est à partir du moment où il avait raté son combo, il pouvait pas forcer grand chose. Ça le problème de Sejuani en early dans sa jungle, si vous utilisez votre Q-spell pour farmer le camp plus rapidement, vous êtes tellement vulnérable, c'est tellement long le cooldown au début. On a vu hein, il lui restait au moins 13 secondes quand Jarvan est apparu. Il y a eu un nerf hein, sur le 8.3 de ce cooldown de Q-spell. Une petite agression sur le bot side, mais on est extrêmement safe du côté de Tristana. Après je trouve que le pari de leur duo lane est plutôt réussi hein, parce qu'une Tristana va scale, elle aura aucun problème de laning avec Alistar. C'est quasiment intombable en 2 contre 2 je pense à Alistar Tristana. Ouais. Surtout avec là, bon, il a une fatigue casing. C'est pour ça qu'il se permet d'être aussi voilà, avancé. Hein. Là il joue très bien Totoro. Alors après attention parce que c'est Sejuani dans les parages et il devrait s'en douter en vue des agressions qu'il y a eu topside. Et bien Totoro qui se fait surprendre, là il y a eu un heal claqué par Samux, le flash out du Alistar. Le stun va passer mais on a le temps de jump out. Finalement là Totoro... Ah, il s'est vu trop beau, il s'est vu trop beau Dwag. Kobe il l'a senti, là il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Je rappelle que Keising joue avec une exhaust. Parce que là avec une Ignite ça serait clairement différent. Ah, ils auraient chase hein. Ils auraient essayé d'y aller un peu plus loin, parce qu'effectivement le heal aurait beaucoup moins bien marché. Derrière on aurait pu enchaîner. Après je suis pas sûr qu'il y ait les cooldowns, mais bon déjà ça permet de souffler, ça permet d'aller chercher l'arme de la déesse gratos. Ouais, l'arme de la déesse gratos, le flash en moins sur Totoro, donc ça va aussi un petit peu libérer de l'espace sur cette botlane, au moins pour Kobe qui puisse farmer dans de meilleures conditions, même si ça se débrouillait pas si mal jusque là. Et Totoro qui va plus agresser comme il le faisait, au moins le temps de récupérer son summoner. Ça offre aussi des opportunités à Xerxes qui va pouvoir peut-être appuyer sur ce Alistar qui est gratuit, hein, vraiment. Un Alistar sans flash avant le niveau 6, ça peut se punir rapidement. Sachant qu'on va back, donc ils vont être là avant. La vision devrait être à l'avantage des splice bot side. Ah, il y va d'ailleurs, hein, Keising. C'est instantanément, il sait que voilà, ça va back, il va en profiter pour aller mettre un peu de vision, enlever de la vision aussi. Hein. Parce qu'en fait c'est toujours mieux quand c'est le support qui va casser les pings que le jungler parce que du coup ça donne une information en moins. On s'en fout de voir que Keising est en roaming alors que la botlane en face est en train de back, ça donne rien du tout comme avantage à l'équipe UOL. Alors que si on voyait Sejuani à ce moment là, on pourrait éventuellement calculer les trajectoires qu'elle va avoir dans les 30-45 secondes suivantes. C'est assez rapide parce que tu sais où le jungler a commencé. Tu sais qu'un camp de creep c'est 4 CS, donc tu fais très vite le calcul. Il en est là, il a fait tel camp, tel camp, tel camp. A priori tu situes la zone, tu situes le repop. Ça va être surpris là du côté de Exilé. La shockwave qui est flashée du côté de Niski et elle fait directement mal. Beaucoup de dégâts sur Exilé, même si à la base ça partait d'une initiative du mid laner des Unicorn of Love. Cold était en train d'arriver. On voyait Niski peut-être, tu le disais parfois sur des approximations. On avait l'impression qu'il faisait une erreur habituelle. Là non, il y avait carrément Xerxes caché. Oh Samux, il a plus de heal, hein. Samux dans le 1 contre 1, il peut absolument pas concurrencer Kobe. Et oui, gros move. Attention gros parce qu'il va être puni là, Kobe. Ouais, le flash un peu tôt. Est-ce qu'on a un jump? Faudrait peut-être même penser au flash in. Il va tenter le duel, mais il a plus de cooldown, il s'est fait bait. Il n'y avait pas besoin de ça, le move mid était tellement propre qu'on n'avait pas besoin. Après je comprends aussi, hein, quand t'as des summoners d'avance, t'as envie de les utiliser. Mais là Totoro s'est totalement rattrapé sur cette arrivée par la river et c'est vrai que Kobe s'est vite retrouvé dans une situation où je pense qu'il y avait du regret la finition. Oh Niski, la téléportation d'Exile qui vient récupérer son kill. Ça va vite. Hein. Ça grid un petit peu chez Splyce. Et pourtant c'est vraiment, là on est sur des bases. Hein. C'est l'ultimate de Rai suite à sa mort. Dans une situation comme ça, normalement Niski n'a jamais
besoin de se retrouver dans cette position sans flash, hein, sans son flash bien évidemment. C'est trop risqué là, il fallait juste back, profiter des goals reçus, revenir sur la lane, repush la lane, parce que regardez c'est surtout la wave hein, moi qui m'inquiète. La wave perdue mid suite à cette petite erreur est trop importante. Même si là le move est très proprement réalisé. L'ultimate de GP peut-être en trop mais bon on préfère assurer. Ouais bah ça, ils arrivaient à push à peu près toutes les lignes, on revoit ici effectivement le move. Bah Braum est à l'opposé, regardez la position de Braum, à aucun moment Kobe pouvait être soutenu par qui que ce soit. Donc c'était vraiment soit il était sûr d'être en 1v1 pendant une durée assez longue, soit il était foutu, même Jarvan pouvait dive derrière. Dans le pire des cas, ils étaient en train de ping Jarvan, genre mec t'es allé trop loin. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à tenter ce trade, sachant que le mid s'était bien passé. Avant ça, ou si imaginons le mid s'était mal passé, je comprends totalement. Mais... Et encore. C'était... C'est vrai. Je remonte très loin dans le passé. Le problème de l'équipe Sparta. En fait, à chaque fois qu'il y avait un kill qui était pris contre eux sur la carte, ils se sentaient obligés de compenser. Et donc ils tentaient des moves extrêmement risqués, ils se faisaient doublement punir. Et oui, bon bah parfois ça arrive, hein, tu lâches un kill, bon bah fais le dos rond, farm ta lane, tant pis. Et là on s'est un peu emballé pour les splices. Ouais, ça va, heureusement les UL ont directement pu reprendre du poil de la bête. Alors certes en termes de gold pour l'instant les splices dominent toujours hein, malgré ces 2 kills on va dire un petit peu offerts, même s'il y a eu quand même un peu de lucidité côté Unicorn of Love. C'est surtout Exilé qui s'en sort vachement bien parce qu'il était au fond de sa game et il vient de repasser devant Nisqy avec ce kill obtenu contrairement à Nisqy où c'était une simple assist et surtout cette énorme wave hein, 12 creeps qui se sont écrasés sous la tour de Nisqy. Ça fait quand même beaucoup, donc là en termes d'XP, en termes de mouvement, bah regardez, hein, le Ryze est beaucoup plus libre qu'il n'était censé l'être suite à ce magnifique move de base des splices. Puis là il a du mana là. Là c'est bon, hein, il est parti. Hein. Voilà, là il peut wave clear et décaler, hein. C'est pas avec un chapitre perdu et qu'une Orianna dépouche bien sa vague de sbires. Il faut quelques autos sur les sbires, il lui faut. Du coup ça leur donne le contrôle de la bot jungle. Bien joué ça, exercer très bonne feinte. Parce que ça c'est des moments assez déterminants. Parce que du coup botlane on a le push, on l'a dit avec Tristana Alistar. Mid maintenant le Ryze a pris le dessus. Vous allez voir que... Et top ça va commencer à avoir un petit trou parce que voilà il y a les Tabi Ninja. Après les junglers n'iront jamais top hein, avec le dragon infernal et la pression qui est mise. Ça va être une guerre des nerfs là dans cette phase, dans cette portion de la jungle. Mais qui va durer très longtemps logiquement jusqu'à que quelqu'un... crack tout simplement. Et qu'effectivement il y a un dragon. Mais en fait là c'est la partie du match-up, c'est le petit timing de temps de 10 à 15 minutes. Oh sur Nisqy. Et c'est vu, la shockwave qui passe, le cataclysme. Ce sera un dive bien exécuté. Xerxes qui va arriver, ce sera un petit peu trop tard. Qu'est-ce qu'a fait Xerxes? Voilà, c'est cette guerre des nerfs. Xerxes à mon avis a fait un énorme détour. Après il pouvait pas lire dans la trajectoire de ses adversaires, ça a été bien pris au niveau de la vision, hein. Le contrôle de la vision a été déjà bien géré par les UL dans un premier temps. Dans un deuxième temps ils ont effrayé Xerxes qui ont forcé Xerxes à reprendre la plante pour aller vers les golems. Et à mon avis là il a fait le grand tour, ce qui a permis déjà un bon calcul de la situation parce qu'ils savaient qu'ils avaient assez de temps pour tuer cette Orianna sans flash, hein. Donc ça va être quand même beaucoup. Mais surtout l'arrivée de Xerxes parce que là c'est Totoro en fait hein. C'est Totoro qui fait le move qu'il faut parce que là Xerxes aurait totalement pu infliger son ultimate sur Jarvan et faire du 1 pour 1. Et Totoro finalement avait bien compris sa responsabilité, c'était juste de ralentir l'intervention de cette Sejuani. C'est proprement joué là, belle communication entre Cold et Totoro. Et c'est vrai que la relation entre le jungler et le support est déterminant, que ça soit par les possibilités en début de game d'aller catch que par la vision, parce que c'est vraiment l'association de ces deux rôles qui apporte une bonne ou mauvaise vision à l'équipe. Et Odomé qui a voulu aller designer le back, prendre un peu de vision. Il a pu voir un peu le disengage de White Knight. Il a sa trinité, il n'y a pas encore le Black Cleaver, donc c'est pas un timing forcément évident pour White Knight. Tu vois, mais là je vois cette game, je me rends pas forcément compte que OL est dernier. Hein. Honnêtement, c'est pas horrible. Hein. Ça joue bien. Après, le problème c'est, bon, là ils ont bénéficié des erreurs de splice. Le problème c'est, bon, en teamfight déjà c'est loin d'être parfait. C'est-à-dire que le teamfight UOL sur la mid lane tel qu'on connaissait, le fameux God Mode teamfight de UOL sur la mid lane, la dernière fois j'ai vu teamfight sur la mid lane, ils se sont fait rouler dessus. Et il y a plein de petites erreurs qui se perdent, au bout d'un moment la macro arrive pas non plus à tenir. Mais c'est pas une mauvaise équipe. Il n'y a pas de mauvaise équipe en Europe cette année. Et pourtant je me suis montré vraiment très critique quand j'ai vu les mercato H2K et UOL. Mais je trouve que les équipes
sont au-dessus de mes attentes. Et je les attendais vraiment dans la difficulté. On a un gros niveau actuellement en LCSEU. Ouais. Non, le niveau mondial a monté. Hein. Moi je regarde les 3 ligues. La Corée. C'est indécent. C'est indécent. Okay. Les NA, ils ont quelques très bonnes équipes. Ils ont quelques équipes qui sont très nazes aussi. Mais bon, faut pas tout avoir. Mais déjà, ils en ont 4. Je pense qu'ils sont vraiment excellents. Je pense qu'il y a EcoFox, c'est très fort. Cloud9, c'est très fort. TSM, ça reste présent. Ils vont finir par se sortir les doigts, mais ça va passer. Les Red Thieves sont pas mauvais du tout. Donc, et Team Liquid est assez bon. Bon, regardez comment la jungle bot side est prise d'assaut. Cette Sejuani peut pas marcher là-bas. Et là, encore une fois, elle peut se faire catch. Regardez le nombre de wards posés rien que par l'équipe Yoel dans ce simple bush. Là, pour le deward, faut y aller. Hein. Faut 3 trinkets rouges. Tellement on a investi. Alors, bien sûr, il y a les wards zombies, il y a tout ça hein, qui font leur effet. Niski qui est pris là en trade pur face à Exilé. Les boucliers qui permettent les trades sans. Il peut pas trade en fait à Niski. Il y a un abyssal en face. Enfin, il fera jamais assez de dégâts pour tomber un Rise. Donc Niski faut. Et tu vois le Varus que tu. Alors après il a été ban, hein, mais peu importe. En tout cas, ce pic de Ezreal leur permet pas de dépush assez rapidement. J'aurais préféré Kalista honnêtement. Hein. Mais regarde, entre le mid et le bot où ils se font perma-push, ils vont avoir une free tour sans même faire le moindre effort. Hein. Même le top, sur le début du match-up, le Gnar, sachant que tu l'as dit, là le Gnar il sait que. Il y aura jamais Sejuani. Et si jamais il y a Sejuani, ah bah c'est Dragon Infernal. C'est une erreur. Ah bah oui. C'est même s'il meurt. Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc quitte à perdre Dragon Infernal, autant le perdre pour un Gnar et une tour que pour juste le perdre à l'usure. Là c'est bien ce qu'il est en train de faire Xerxes. On vient punir tout simplement le Exilé sur. Mais non. Et mais il s'en non. sort. Ah l'ulti de Gangplank. Bah oui, l'ulti d'Ezreal. Là mets des Q pour récupérer ton ulti et tente. Il l'a pas, il l'a pas. Et en plus on perd la première. Ils sont tellement dépensés pour rien finalement parce qu'il a une TP en plus Exilé, donc on l'a même pas sorti de la lane. Et pourtant on y a mis des ressources. Hein. Et avec cette T1 qui est tombée, avec la jungle qui est complètement ward et les incursions des Yoel, un Ryze qui peut roam sur le prochain timing d'ulti du Ryze. En fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que les splice, et je sais pas ce que t'en penses, est-ce que c'est compliqué d'abandonner, de faire le swap lane pour protéger sa duo lane et en abandonnant le dragon infernal? Logiquement, on n'abonne pas un dragon infernal. Ouais. Surtout avec une compo comme ça qui peut clairement se débrouiller dans l'enclos. Mais là ils vont se faire push et ils vont de toute façon là ils vont le perdre maintenant je pense. Dans tous les cas là ils l'ont un peu laissé en acceptant le back donc c'est dommage mais logiquement là. Après c'est vrai qu'il n'y a pas l'ulti de Sejuani sachant qu'il a été utilisé là. Donc c'est vrai qu'ils pourront dans tous les cas pas le défendre. Donc finalement vaut mieux pas s'y risquer si on n'a pas les ressources pour au moins obtenir quelque chose. Le teammate de Sejuani trop long en cooldown en début de partie. Donc c'est pour ça que cette action là malheureusement pour Splice ça a coûté très cher. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dépenser pour rien en retour. Et la tourelle bot plus le dragon qui ont été libérés du coup parce que quand t'as plus d'ulti tu fais peur à personne avec Sejuani, Orianna et ils en ont bien profité les Yoel. Mais là malheureux coup du sort, Exilé s'en est sorti à rien du tout. Et ça m'a clairement étonné, hein. Je le voyais vraiment tomber mais c'est vrai qu'Orianna au début hein, en termes de dégâts c'est faible. Hein. C'est très faible et il y a une T1 mid qui pourrait très rapidement tomber. Elle est quasiment morte, on a une tentative, voilà, hein, on a du roaming maintenant de Totoro qui est libéré puisque la Tristana est safe, elle est complètement safe. En plus, ils savent que maintenant sur cette partie de la carte, les splice n'ont pas trop de raison de la jouer, ils vont juste attendre que la ligne push et puis après renvoyer le Ezreal qui va faire la navette. En vrai, ils peuvent faire la même chose pour aller chercher un Herald, hein, maintenant les Yoel. C'est ça. Je sais pas si c'est un objectif qui est apprécié en tout cas en compétitif. Je pense que là Samuel il va push et il va s'en aller. Il va pas attendre une demi-heure que Ezreal et freeze sa lane. Ils vont aller push, ils vont mettre la pression au top. Bah ouais, donc du coup ce Herald ouais, peut-être permettrait d'aller débloquer une T2 plus rapidement pour les Yoel. Alors après maintenant il faut conserver les ultis côté Splice et essayer de chercher une vraie confrontation parce que quand même avec un bon combo il y a moyen de gagner un fight. Le problème c'est qu'Exilé est déjà monstrueux, hein. Honnêtement avec ses 170 CS, les premiers items qui font leur apparition et surtout les levels, ouais, il peut se permettre honnêtement. Il n'a pas flash Niski, il va devoir le faire maintenant, ouais, pas le choix. En plus il y a Colt qui voulait rajouter une petite portion en plus. Totalement rentable hein, ce qu'ils viennent de faire, les Unicorn of Love
on ne claque rien si ce n'est le flash de Totoro pour venir sortir Niski avec son flash. Il peut plus rien faire Niski maintenant. Sans son flash, contre un Ryze qui est fed et un Jarvan qui passe son temps à venir le chercher, il ne peut pas avancer. Donc ce qui fait qu'il va forcer en fait, en faisant ça, on force Sejuani à jouer autour d'Orianna. Donc on gagne entre guillemets une information sur le jungler adverse tout simplement gratuitement. Donc il y a vraiment un effet sur l'instant T où on prend des summoners, on prend des ultis. Mais il y a aussi cet effet passif sur la durée où pendant les 3-4 prochaines minutes, on sait que Sejuani va rôder autour de cette Orianna et qu'en plus le 2v2 est gagnant côté Yoel vu l'état de forme de ce Ryze. Avec Totoro qui peut toujours intervenir. Donc voilà, le swap de lane a été fait. Le Herald va devenir l'objectif prioritaire côté Unicorn of Love. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des deux top laners qui se sont fait très discrets pour le moment. On s'échange juste les waves. C'est un Gangplank qui a farm. Voilà, au moins ça. C'est-à-dire qu'il y a encore... Je te pose la question, toi qui saigne le leader, qui joue beaucoup, la stopwatch maintenant. Parce qu'on continue de prendre la stopwatch en compétitif, sachant qu'à la revente, ça vaut que dalle. Zéro, que de toute façon, le Gangplank ne l'utilise jamais dans son itemisation, parce qu'il la convertit jamais en Zonia ou en ange gardien. En ange gardien, pardon, j'ai dit je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Vu que c'est maintenant un item offensif, je pense plus que ça s'appelle l'ange gardien, mais peu importe la stone plate. Ouais, oh les luminaires. C'est ange gardien toujours. Le White Knight qui est pris d'assaut, il aura jamais la transfo, ça va tomber. Xerxes qui réussit une nouvelle fois un kill. Alors c'est vrai que cette stopwatch, pour moi elle est super importante parce qu'elle est dissuasive de base. Donc rien que cet effet de dissuasion à partir de la 6ème minute où finalement un dive peut mal tourner suffit à le prendre. Après il y a aussi ce côté offensif qu'on peut se permettre un reset d'aggro de tourelle. Imaginons on aurait eu un Xerxes qui aurait pu dive en early top lane. La stopwatch peut permettre de prendre l'aggro de la tour, le relâcher vraiment au moment le plus opportun et permettre à ce move de mieux se dérouler. Donc ouais, pour moi c'est quand même un super atout à avoir, et c'est surtout que dans l'arbre il n'y a pas forcément mieux, si ce n'est peut-être les bots. Les bots sont assez intéressantes à récupérer. Bah tu m'étonnes, mais avant on avait les deux. Avant il y avait les deux. Avant il y avait les deux, maintenant il faut faire un choix. Et la stopwatch reste quand même plus efficace, sachant que des fois les bots t'es même content de les prendre plus tôt que ce qu'elle n'arrive quand tu as la rune. Et on parle, mais pendant ce temps-là, les UL ils prennent la tour au top, ils prennent le héros de la faille. Ils sont dans le plan de jeu, pur et dur. C'est ça, pour l'instant c'est impeccable en termes de macro, en termes de rotation. Bah voilà, je critiquais. Bah là il y a un plan qui est bien défini, qui est bien établi. Maintenant, alors c'est le moment qui est compliqué. C'est ça, t'as passé les T1. Ils ont le Herald pour une T2. Donc là maintenant il faut créer le décalage, forcer 2-3 ultis pour qu'il y ait moins de choses. Et là tu fais tomber ton Herald au bon moment, au bon endroit. Et t'obtiendras au moins une T2, après il y a le Nashor, donc non là ça les met plutôt bien, bah voilà ils sont en train de faire la différence d'ailleurs sur cette botlane avec Odoamne qui va être directement pris d'assaut, le Cataclysme qui a été déposé, Odoamne qui tient quand même assez bon. Ouais, Odoamne qui va quand même tomber. La stopwatch, il y a les renforts qui sont là, qui sont là. Oh Odoamne qui est pas tombé. Et il s'en sort, le héros de la top lane Splice. Oui, Duke peut être très heureux et très fier et t'en parlais de cette stopwatch, la voilà l'utilité. Je ferme ma gueule. Voilà. Ah bah ouais, mais là clairement, même s'il y a eu quand même beaucoup de réussites, ça lui a permis de récupérer le cooldown sur son citron. Et donc derrière de tout simplement survivre, en plus de gagner du temps nécessaire pour donner envie à l'adversaire de rester afin de porter le coup fatal. Ça a permis à Xerxes d'arriver, de poser l'ultimate. Ça les remet bien parce que là il tombait derrière. Derrière c'était T2 en moins. Bah, c'est derrière, il y a un héros de la faille qui pop, il y a une tour qui tombe. Et là en plus c'est du kill qui est pris. Oh là là, l'ultimate de Jarvan qui se retourne un peu contre eux parce que Odoamne avait bien posé. Et ouais, c'est juste parfaitement. Il y a même l'Ignite qui a été balancé à la fin. Les étoiles se sont alignées et Totoro lui aussi a été surpris, ça fait 2 kills supplémentaires. Certes, on n'en a pas dégagé un avantage monstrueux en termes d'objectifs parce que pas de tourelle, pas de dragon récupéré, mais ça permet de souffler et ça permet de tuer un peu cette vision qu'ont récupéré les UL avant, parce que là les minutes vont s'écouler avant qu'ils reprennent position, donc toutes les wards vont disparaître et donc ça va remettre un petit peu à zéro cette situation de domination. Tu gagnes 3-4 minutes sur quelque chose comme ça et c'est ultra important dans la position. D'ailleurs on voyait les stats qui étaient donnés par Riot, ce qui me fait sourire, c'est Splice. Quand ils sont derrière au gold à 20 minutes, ils gagnent 50% du temps. Bon. Voilà, donc en fait rien n'est joué. C'est ça, on laisse le... Après en vrai de vrai rien n'est joué, honnêtement. Pour cette game là en tout cas, l'écart de gold est très faible du côté IOL.
Et ce Gangplank vient de se mettre terriblement bien là. Avec, avec les assists obtenus. Hein, parce que Xerxes là-dessus il récupère du kill. Xerxes, ça y est. Le problème c'est lui. Hein. Le problème c'est lui. Hein. Exilé, va falloir le gérer au bout d'un moment. Heureusement pour lui, il y a le proc du Sterak. Et non, ça ne marche plus. C'est cancel. La voilà. L'efficacité du nerf. Il a même pas mis son Séraphin, il savait qu'il était mort. Ouais bon, après là Xerxes il se réveille, hein. Il met les bons ultis au bon endroit, il fait des bonnes interventions. Parce que c'est vrai que Exilé il va être dur à manipuler. Le Herald finalement qui n'obtiendra pas de T2 même s'il a bien abattu cette tourelle top. Elle reste debout donc les golds ne sont pas encaissés. Donc finalement on a été contraint par le temps d'utiliser ce Herald et non plus par la stratégie. 4 minutes, hein, vous le rappelle. Donc, et ça, tout ça démarre du move botlane de tout à l'heure. Hein. Sinon il avait cette T2. Mais quel tempo, voilà, hein. Un joueur qui avait commencé sur un début de saison très compliqué et là depuis 3 semaines c'est le maître à jouer dans l'équipe Fly. Les moves ils partent sur lui et Exile très déçu. Tu m'étonnes. Là il avait pris une initiative. On en parlait tout à l'heure dans le pré-show. Normalement lui quand il ose ça se finit assez bien. Mais là pour cette fois il a été un petit peu pris de court. Odoamne, tu le dis, il fait une bonne game avec Xerxes aussi. Alors Xerxes, il y a eu ce début de game très difficile, mais en soi on peut pas vraiment lui en vouloir. Le champion qu'il a par rapport à l'adversaire et surtout les faiblesses de push en lane. Voilà, ils sont tous fait push et il s'est fait une Jade à 2 en fait, hein, même à 3 parfois. Ils ont vraiment focus sur Xerxes. Et il a tenu et je pense que c'est pour ça que Duke a un petit peu explosé en termes de plaisir, c'est qu'il s'est dit que le plus dur était derrière eux. Maintenant qu'il récupère un peu de vision et qu'il peut enfin se déplacer dans sa jungle, hein, parce que ça c'était pas possible il y a 10 minutes, chose qui est très étonnant. Il a récupéré la vision. Et donc du coup tu sens que la composition maintenant Splyce peut enfin mettre la pression qu'elle mérite. Et c'est vraiment, c'était pas uniquement sur l'action pure, c'est plus que ils ont compris qu'ils avaient maintenant repris la game entre leurs mains. Ils sont d'ailleurs devant, c'est symbolique, hein, mais devant en termes de goal. Il le tente. Oh c'est... Et c'est vu. C'est cancel, instant logique, cancel. Hein, niveau 11 le Nashor il te fracasse. Ouais, puis quand même une TP, alors pourquoi pas. Ah ok, cancel. Je suis en mode c'est un peu, c'est osé, faut vraiment faire quelque chose quoi. Et puis il y a vraiment personne qui est là, mais du coup il n'y a plus de TP de Gangplank et donc du coup on vient directement chercher le combat. Exilé, le flash in 1v3, l'erreur. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe? Ça ne passera pas du tout. L'erreur c'est pas midlaner. C'est pas Unicorn of Love et tout le monde va en pâtir côté Unicorn of Love. Quelle erreur, pourquoi avoir tenté ce flash-in? C'est beaucoup trop chauffé, et là tu le vois, il se gratte la tête, il sait qu'un Ryze qui est à 2-0 et qui arrive à 2-4... c'est qu'il y a un problème, et à mon avis il y a la frustration du move précédent dedans. Il s'est dit, bon, tout à l'heure ils ont eu un peu de réussite, cette fois-ci je ne laisserai pas ces choses-là se reproduire. Et ça c'était très malin du côté de UL de venir mettre pression parce qu'il n'y avait plus la TP de Gangplank. Et le décal d'Exilé permettait la supériorité numérique. Donc si on peut gratter un petit flash sur un ADC, c'est très bien. Mais pourquoi derrière aller s'offrir? Et en plus de ça, malheureusement, amener Cold aussi dans sa chute. Trop beau, trop tôt. Il s'est vu trop beau, trop tôt. Ça va coûter très cher. Parce que là, vraiment, Splyce, ils étaient un petit peu devant, mais à quelques centaines de gold. Là, maintenant, ils ont repris la game entre leurs mains. Et on les a jamais vus autant avancer sur la map que maintenant. Le double jump, hein, il vient de perdre un boomerang, White Knight il pourra pas continuer de kite s'il n'y a pas l'ulti sur Casing, ça veut dire de le sauver, un dernier coup de boomerang avec la main pour White Knight, on enchaîne sur Kobe. Sur Kobe, il vient de rater son dash, il est gratuit et c'est Exilé qui va venir s'en emparer, non, plutôt récupéré par White Knight et ça peut être un Nashor. Ça peut être un Nashor, faut que Xerxes la joue intelligemment, faut pas y aller trop tôt, faut pas y aller trop tard. Logiquement, Totoro a le champion qu'il faut pour protéger un éventuel style de Nashor, hein. Alistar est très bien pour zoner. Il n'y a pas l'ulti sur Odoamne, et c'est ce qu'il fait. Le Sterak, Exile il va y aller, l'arrivée de Niski. Là il a le droit de mourir, on va dire. Là il a le droit de mourir. Là c'est moins grave si on valide Nashor, voilà. Là c'est moins grave. Alors, par contre si on peut éviter d'en perdre trop des Nashor, ça va être 3 Nashor en moins quand même, hein. Ça va être 3 Nashor, ça fait 3 kills pour les Splice. Allez Samux, faut sauter, hein. Faut se barrer Samux, faut même pas oser. Faut même pas tenter le kill, là y a rien à faire. Mitigé comme Ashton par contre. Ils vont perdre une T1 aussi, ils vont devoir repush toutes les lanes parce que c'est pas avancé, ça push au bot, ça push au top, ça push au mid. Je pense qu'ils vont perdre le Mountain aussi. Ça va jouer à quelques secondes, mais logiquement sur le back, plutôt que de reset, t'as le temps de te faire un petit dragon parce que les waves vont push assez loin.
Et il y a même la T1 bot, donc ça fait 2 T1. Ouais, pour un Nashor qui va pas être, à mon avis, très efficace. Bah, je suis même pas sûr qu'il puisse push une T2 hein, avec son Nashor. Bah, top à la limite, mais il va falloir forcer quoi. Parce qu'elle est un peu loin, low la tour, mais il va falloir vraiment forcer. Et face à Sejuani, t'as pas envie de forcer. Sejuani, Orianna, sous tourelle, avec Gangplank aussi, on l'oublie, mais c'est un bon défenseur de tour, GP. Ah, Kobe là, il fait la petite erreur. Il fait la petite erreur mécanique sur son dash. Et le flash qui avait été fait claquer auparavant, donc le UOL a bien fait. Avec le réengage arrière, et finalement ils arrivent à tempo jusqu'à Niski. Là, on dit que. Ouais, j'ai dit que c'était pas si mal ce que faisait Exilé, il avait pas forcément besoin d'aller aussi loin non plus. Hein. Il aurait pu jouer un peu comme Totoro et revenir, et si eux se rapprochaient à nouveau, là il pouvait remettre quelque chose, et là même il aurait pu être suivi par ses collègues. Tu contrôles l'embouchure, tu contrôles l'entrée dans la rivière. rivière. Ça, là il était quand même un peu loin, bon. Ils ont pas voulu le risquer. Mais... Je pensais que ça allait sauver tout le monde, donc je me suis dit c'est pas grave, si ça te permet d'avoir 4 Nash sur 4 personnes. Ils avaient pas de smite les splice. Hein. Alors la tentative d'engage de Totoro, c'est shieldé, hein, ça ira pas plus loin pour UOL. Le Mountain qui a pas été fait, donc il va être récupéré par l'UOL, quoique l'horloge du Nashor leur donne envie d'aller plutôt push des lanes. T'as pas envie, effectivement, t'as pas envie de passer 30 secondes, voire 1 minute à back, à sécuriser le dragon. Parce qu'ils ont mieux à faire en fait, c'est ça que je me dis. Samus peut y aller en solo au pire et ils maintiennent le push. Ouais, du coup ça va être un reset pur et dur, et c'est ce qu'on disait, ce Nashor n'aura servi malheureusement à rien. C'est un powerplay négatif a priori. Quasiment je pense. Ouais, en termes de sous, ça clairement. Après ils ont repris un peu de vision, ils ont repris un dragon des montagnes. Ils en ont 3 et le prochain est un infernal. Hein. Là je pense que ouais, UOL devrait fermer le jeu là maintenant, parce que vraiment la composition Splice est dans un moment important, hein, avec le GP là qui est très costaud, 300 CS à 29 minutes de jeu. On a cette Orianna qui enfin a ses 3 items, donc c'est plus la même chose. C'est Juani qui paraît intombable hein, honnêtement avec son stuff là. Intombable. Bonne chance pour arriver à lui dealer des dégâts, et malheureusement le seul qui est jouable c'est ce Ezreal, mais c'est un peu la savonnette quoi. Il avait pas son flash tout à l'heure, là il va le récupérer. BRK en plus, hein. BRK qui lui apporte aussi un peu de mobilité supplémentaire. Ça va être compliqué quand même pour l'UOL d'aller gagner un teamfight pur. Maintenant voilà, on peut toujours on prend une tour, on rotate top. Moi j'y croyais plus, je les ai vus back sur ce dragon des montagnes, je me suis dit bon ça y est ils ont jeté l'éponge. Mais non, on repush instantanément, on a White Knight en bot side qui va faire avancer aussi la vague de creep. On sait que cette tour elle est low. Oh là là, la shockwave, on enchaîne avec la prison de glace, le barrage cérébrant, casing avec le shield juste devant. Ça ne touchera pas sur l'ulti de disengage, on arrive à taper un peu Totoro, la fatigue. Personne ne tombe. Beaucoup de dégâts infligés, mais pas de mort dans ce teamfight. On va relancer les dés. Donc je disais ouais, ce dragon infernal là qui arrive, s'ils parviennent à conserver juste cette pression, ils vont pouvoir le valider. Le prochain sera l'ancestral. Et avec un ancestral, là les UOL pourront peut-être envisager une prise inhibiteur. 2 infernaux. Ouais. Bah, en fait tu fais l'ancestral qui est très facile à faire. Derrière ça t'assure 100% le Nashor. Parce qu'avec 4 dragons dont personne 2 infernaux, personne viendra se confronter à toi. Faut vraiment, à moins de tenter un pick-up, mais la compo de Splice pour pick-up est pas folle, il y a que l'ulti de Xerxes, et honnêtement tu tentes un pick-up avec la prison de glace, tu le touches pas. C'est derrière, tu te fais bucer. Hein. Allez, il va exiler, par contre c'est au dos amené, il est très fidocile, ça va se jouer à rien du tout. Il y a un Sterak. Il y a le Sterak aussi, c'est vrai, de l'autre côté, donc Séraphin face à Sterak qui n'a pas proc pour le moment, la tourelle qui est validée. Ça, on a l'impression que c'était vraiment un pile ou face hein, entre les coups critiques du côté de Gangplank qui peuvent vraiment faire fondre ce Ryze, et ce Ryze qui a quand même avec le Séraphin une durabilité assez décuplée. On pouvait pas savoir qu'il allait l'emporter réellement avant d'avoir l'issue. Bon, finalement personne n'a pris le risque d'aller au bout, et on n'a pas claqué de summoner hein, donc ça va, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que vraiment là Odoamne a fait une grosse game, c'est vrai qu'il fallait être discret tout au long de la partie, il fallait assurer sa laning phase, et là maintenant il a les cartes en main hein, pour faire beaucoup de dégâts. Bientôt la lame d'infini, ouais, les prochains barils vont commencer à cogner. Il y a 3 corps à corps en face, hein, donc ça va être potentiellement 3 personnes qui vont être assez groupées. Un bon barrel là-dessus. Moi je préfère la compo de Splice en lane parce qu'effectivement en teamfight c'est très fort. En split, le Gangplank au bout d'un moment empiète sur le Gnar. C'est assez mobile, il y a des combos, il y a de l'engage. Après c'est vrai qu'ils ont accumulé un gros retard sur les objectifs. Donc il suffit d'une erreur. Comme pour tout à l'heure ce Nashor, il suffit d'une erreur pour se faire snowball.
On toujours égalité hein, au niveau des gold. Là on le voit, hein, c'est un va-et-vient permanent, mais ça se joue à quasi même pas un K gold. Hein. On a rarement eu un K gold d'avance pour une équipe dans cette game là. Et donc c'est vrai que ça va pas se jouer à ce niveau là. Là ce qui va être important c'est la vision principalement parce que on va pouvoir débloquer les objectifs qui arrivent. Dragon infernal, Nashor dans 1 minute. Donc ça va être vraiment ça la priorité de chacun. Je pense qu'ils ont tous les deux compris que dans un teamfight pur c'était un peu compliqué, surtout pour une Kind of Love. Là on voit l'écart de level hein, entre les deux top laners, tu l'as dit, là le Gangplank est clairement devant White Knight sur le split push, donc jouer sur cette TP d'Odo amené peut faire son effet aussi. Ils peuvent kill là, mais oui ils vont complètement kill. Alors il n'y a pas de gantelet givrant mais c'est pas grave, il y a les barils. Wow. Il n'y a pas de gantelet givrant, oui je sais pas pourquoi, c'est un Gangplank, c'est normal. 668 le barrel. Il y a 3000 gold en plus sur le GP. Si on regarde les gold. Mais White Knight, je pensais qu'il allait s'en douter, tu vois, de l'arrivée de Sejuani. Il y avait vraiment ce petit jeu avec Gangplank et il avait son flash en fait. Je trouve que son flash arrive trop tard. Oh. Ok. Faut être sûr de soi là, Samux. Il préfère attendre exilé. Il sait qu'il est mort. Hein. Il a la range. Ah, un petit baril. On va aller gratter une wave, hein. On va aller gratter une wave du côté de... Bah non, bah... Il y a un cataclysme, dans le pire des cas il y a un cataclysme qui va pop. Là c'est Nashor hein, normalement, qui devrait être call par les Yoel, sachant qu'on n'a pas Odo amené qui est l'élément fort hein, de l'équipe Splice. Il y a une TP pour revenir rapidement s'ils peuvent tempo un petit peu les Splice. Mais oui, il faut mettre faut forcer un fight. Honnêtement ils ont pas le choix que de forcer voilà, le fight ou alors de valider le Nashor. Ils ont quand même 30 secondes devant eux. La meilleure façon de forcer un fight, c'est d'entamer le Nashor. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant voilà, ils ont quand même de quoi se défendre les Splice hein, avec toute la OE entre les contrôles et les dégâts de zone. Maintenant il faut arriver à rentrer en fait et ils vont l'abandonner. Hein. Ils vont pas prendre le risque, ça va beaucoup trop vite. Hein. Oh, ça a failli être récupéré par Kobe. Le smite était là pour Cold. On voit le sourire de Cold. Hein. Cold il est en mode désolé les gars, j'avais oublié quoi. C'est... ça, il y a eu un coup de chaud hein, pour tout le monde. Finalement tout se termine plutôt bien parce que on rigole, mais ça c'est une énorme faute. C'est une énorme faute de se faire voler un Nashor quand t'as aucune pression par un spell qui peut faire toute la map parce que logiquement ce genre de spells font pas assez de dégâts pour prendre un smite. Ouais. Et donc du coup c'est grosse bavure hein, de jungler, faut toujours penser à ça ouais, quand tu t'en veux. Ouais. Quand il y a la pression et qu'il y a un teamfight et que tu dois faire gaffe au jungler adverse et que là un spell de distance arrive, c'est moins grave, mais là ils étaient tellement tranquilles que ça aurait été impardonnable. Ils vont enchaîner sur l'infernal qui est gratuit du coup hein, forcément avec ce baron Nashor. Et c'est des UL qui abordent le late game avec énormément d'atouts dans leur sac. Clairement. Deux infernaux, dragon des montagnes. Alors le up du dragon des nuages, c'est prochain patch. Hein. C'est le 14. J'ai pas lu. Donc, ou alors c'est peut-être pas encore arrivé, je saute peut-être une étape, mais j'avais cru comprendre qu'ils voulaient rajouter de la move speed en combat et qui est triplé hors combat. C'est le prochain patch, on confirme, ok très bien. Donc on n'y est pas encore mais ça va être un dragon qui va être du coup très intéressant. Sachant que... Bah, il était déjà pas si mal hein, ce dragon. Parce que depuis, il a fait un bout de chemin depuis le début du dragon des nuages qui au début était particulièrement flairant. Clairement abandonné. Hein. Et là ils vont se replier. Oh la tentative d'engage de Totoro, c'est sur le tank. C'est tanky hein. C'est tanky mais ça tombe. Belle shockwave là de la part de Niski, suivi par l'ulti Xerxes, beaucoup de dégâts de zone et voilà les dégâts de Gangplank. Waouh, on a vu Exilé totalement disparaître et finalement c'est une victoire côté Splice pour ce teamfight alors que le Nashor était entre les mains des Yoel. Oh, poussé. Faut pas focus Xerxes, certes ils lui ont fait beaucoup de dégâts mais ils ont mis beaucoup trop de temps et en fait le fait de forcer une fois que Xerxes était low, ça a donné un setup d'ulti à Niski juste parfait. Shockwave de Niski, Xerxes qui avait pas paniqué, qui avait conservé son ultimate, qui vient derrière appuyer, on va le revoir là d'ailleurs. Et ce GP qui apporte les dégâts suffisants, on va le revoir. Boum, là Xerxes il s'écarte, la Shockwave est magnifique, l'ultimate derrière. Et bon, Kessing les ultis sur son Braum, il en a raté quelques-uns dans cette game, mais c'est pas besoin, il y a un celui-là il est pardonné. Double kill, très bon fight hein, de Niski, il a pas tremblé, il a assuré la Shockwave. Alors que Xerxes était vraiment dans une posture délicate. Bon, c'est pas trop grave pour les Yoel, mais encore une fois, ça leur fait perdre ce Nashor. Tant que les T3 sont pas tombés, la game elle est pas gagnée. Et pour l'instant, ils ont push une T2. Là, ils ont pas les creeps pour le top side. Donc en fait, là, d'ici 30 secondes, dans les 30 prochaines secondes, leur Nashor ne sera
pas rentabiliser pour faire quelque chose. Faut juste maintenant qu'ils volent la jungle, voilà. Il y a un trait alors. Vraiment le gros point positif que je mets à UL sur cette game, et ils ont l'avantage, c'est vraiment le travail sur la vision. Oui. Le travail sur la vision, c'est impressionnant à quel point, depuis le moment où ils ont pris l'avantage sur Xerxes, ils ont full ward sa jungle. Ouais. Et là ils n'arrêtent pas. Hein. Ouais, on voit d'ailleurs des wards assez avancés pour couvrir l'arrière de la T2. C'est vite déwardé parce que c'est des wards. Non, quoique ils l'ont laissé, c'est des wards importants parce que voilà, ça permet de débloquer les T2 plus facilement. Vu qu'on a beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe aux alentours. Totoro qui est pour l'instant l'initiateur hein, de quasiment tous les combats. Alors qu'on a quand même Gnar et Jarvan qui ont un peu ce rôle aussi. Bon, sur celui d'avant c'était assez précipité. Mais dans l'ensemble, il est assez lucide dans ses actions. Totoro, je le découvre. Pas un mauvais joueur. Non, ça va. En tout cas, son Alistar paraît jouable, paraît ok. Maintenant, juste faire attention à bien cibler les bonnes personnes. Mais on a senti même dans l'action que Xerxes n'était pas son choix numéro 1. Qu'il s'est juste retrouvé dans une situation où il venait de flash in. Et que bon, être dans le tas pour être dans le tas, autant taper ce qu'on peut et finalement se retrouver sur Xerxes. Samux qui vient chercher le kill, c'est flash on pour doit amener l'orange. Et on fait claquer un flash, un Sterak, très très bonne prise de guerre pour Samux. Ça c'est une nono ça, t'es caché dans le bush comme ça, t'attends juste l'adversaire et boum, tu surprends. En plus avec Tristana t'as quand même de quoi t'en sortir au cas où c'est difficile et de quoi chase au cas où ça se passe plutôt bien. Il n'a pas osé le double jump malgré tout. Hein. On s'est dit peut-être qu'il y a une Sejuani cachée à l'entrée de la base. Donc il a pas été greedy. Samux il aurait totalement pu aller au kill s'il avait eu l'information. Comme ça. Mais le flash là lui suffit. Il sera pas revenu pour le Nashor et pour le dragon ancestral. Hein. Totalement. D'ailleurs Dominic qui va récupérer sa TP. White Knight aussi. On sera dans les timings hein, par rapport à la réapparition du Nashor et du Elder. Là, toute cette guerre de vision, hein, on l'a dit, hein, c'est ce qui va se faire le plus parce que ils ont quasiment deux compos qui se ressemblent en soi. Hein. Ils veulent tous les deux teamfight. Hein. C'est juste qu'ils veulent pas fight dans les mêmes conditions et au même moment. Mais les deux équipes cherchent le 5 contre 5. En fait, les Splice, le premier truc à faire, c'est de récupérer le push. Récupérer la vision parce que pour l'instant, vu qu'ils sont en défense, le moindre trou de vision, c'est une T3 qui tombe. C'est une rotation qui est pas vue, un kill qui est pris. C'est là, sur ces deux timings ancestral baron, c'est une fin de game. Donc là, tu sais, c'est quoi les chiffres sur les trinkets? C'est le score de warding. C'est à chaque fois qu'une ward est posée ou détruite. Tu gagnes des points de. C'est ça. Mais voilà, c'était rajouté un peu et ça permet d'avoir le keymeter de la ward. Ok. Et c'est quoi la répartition des points? Tu as les infos ou c'est un peu... c'est chaque joueur, pour chaque joueur, c'est à chaque fois qu'il pose une ward ou qu'il détruit une ward. C'est quoi, 5 points, 3 points, 1 point? Je crois que c'est 1 point, je crois. Quand je vois 133, je me dis que le gars a bossé quoi. Ouais, non, ça a bien bossé. Ça a bien bossé du côté de Cold. Mais très bien, j'avoue que j'avais vu ça dans mes solo queues et j'étais pas allé plus loin dans l'analyse, mais pourquoi pas? C'est vrai que c'est quelque chose qui a été un petit peu mis de côté, alors que honnêtement, le contrôle... Pour ceux qui écoutent le gaming depuis des années, on l'a assez mis en avant. Ça permet, moi j'aime bien parce que ça permet aussi de voir, parce que parfois tu penses pas trop par exemple, ça permet aussi de voir assez rapidement si tu t'es assez appliqué même pour toi-même en fait. Si à la fin de la game tu aperçois que ton score de vision il est un peu dégueulasse, tu peux dire ouais bon peut-être que effectivement c'est le moment où je push et j'ai essayé de poker le mec sous sa tour, c'est peut-être le moment où je devrais prendre 3 secondes pour aller mettre une ward dans la jungle de l'adversaire. Totalement. Donc je trouve que c'est un bon indicatif personnel pour savoir où t'en es. Allez, White Knight qui frôle un petit peu. Ah, il va claquer la transfo. C'est peut-être pas ouf, mais bon, il a dû récupérer la petite ward. Du coup, ça, c'est un vrai manque dans le teamfight. Le passif de Gnar. Il va falloir vite le recharger. Oh, c'était tout much. Ça continue l'engage, ça va être sur Code, la marque, ça va forcer un flash. Totoro qui est resté derrière aussi, obligé de flash out. Et on perd peut-être la position pour le dragon. Ou pour le Nashor. C'est dur parce que en soi c'est une tentative, c'est du spectacle, c'est bien tenté mais c'est dangereux. C'est dangereux ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là de perdu. Et des flashs certes côté UOL utilisés, mais là ils ont de quoi se défendre maintenant. Et là
Là, l'ultimate de Sejuani va manquer clairement. Le Elder est même peut-être un petit peu trop forcé en fonction de la situation. Il veut le deny, hein. Il leur apporte pas grand chose. Ça va mal se finir pour les Splice. Ça, ils se font enfermer avec White Knight qui a pris l'autre côté, ainsi que Jarvan. C'est Ryze qui les a envoyés. Très content de Gold. White Knight l'ulti. White Knight, il a pas eu le temps. Il s'est fait instant. Kessing qui va mourir sur la bombe de Tristana. Il va revenir au milieu. Mais les Splice s'imposent dans ce fight. Kobe encore derrière. Pas sûr du tout. Parce que derrière, c'est vrai qu'il y a les carries qui sont libres depuis le début. Ils s'étaient focus sur la front lane. Là, les joueurs des Splice. On va les gratter un kill supplémentaire. Kobe peut-être pour l'exploit sur Cold. Cold qui va survivre, exilé. Lui aussi, triple kill du Ryze sur ce teamfight. Un teamfight qui est parti dans tous les sens. Mais on le savait, hein, on le savait. On avait d'un côté une équipe, tu l'as dit, qui ne pouvait pas laisser ce Elder libre. De l'autre côté, c'est vrai que les YOL ont eu le temps de set-up leur fight. Et croyez-moi, hein, si White Knight avait eu le temps de se transformer en méga Gnar, le teamfight aurait été mais clairement différent. Donc ils ont quand même bien turn le focus sur ce Gnar. Ça a permis aussi un petit peu à exiler et Samux de deal un max de dégâts sans forcément être mis en difficulté. Cette ulti de Sejuani, on l'avait annoncé, elle est clairement manquée. Et là, ça c'est quand même plutôt pas si mal fini pour Splice. C'est un H, hein. Le repositionnement est intéressant. Et là, ouais, c'est le moment où tu dis, mais ils vont se faire ouvrir par le méga. Et pourquoi il peut non, il s'est fait full stun. En fait, au moment, je pense, où il veut turn, il se fait full stun. Ah. La Chocov est belle, hein. D'ailleurs c'est ce qui permet un petit peu... Et là on se dit, moi je me dis Kobe là il peut réussir à avoir Cold déjà, Cold est sorti du fight. Ils arrivent... Ah mais c'est chiant Ryze, c'est horrible parce que c'est pas pour ce qu'il est censé représenter, donc un mage qui a du contrôle, il DPS autant qu'un Cariadé sur un teamfight parce que les cooldowns sont très faibles, il a des shields à tout va, donc il peut se permettre d'être assez avancé, surtout quand les frontlines ont été tombés auparavant. Il était beaucoup trop libre dans ce teamfight là et c'est normal parce qu'on l'a dit, le pick Sejuani était une bonne réponse face au Ryze, mais sans l'ultimate c'est autre chose. Il y a un dragon ancestral, hein, on va le tenter pour les UL s'ils le prennent, c'est quasiment l'autoroute jusqu'à la fin. Est-ce qu'ils veulent le tenter? C'est un ulti qui est claqué. Cette fois-ci, White Knight en méga Gnar. Il arrive à créer la zizanie. Et je pense que ça va permettre la win peut-être de UL sur Splice. On arrive à disengager un petit peu. Et ça va continuer, hein, toujours gros travail de la part de Totoro là, qui vient juste attirer l'attention sur lui le temps que derrière ça se termine. Au niveau de l'abandon, par contre, il faut pas abandonner exilé, il faut pas l'abandonner. Le flash-in de Doamné qui vient tomber exilé sur un bon crit. Cold qui lui est très bien dans sa situation. La TP de White Knight dans le back, elle a été totalement bien utilisée. Double kill. On va venir le chercher. Ça va être compliqué, hein, de finir au Doamné, donc on aura un petit peu de wave clear. Et encore là je vois du Nashor, hein, sur Totoro. Ils vont essayer de finir. Ils sont très chauds et bah, encore une fois un fight bien setup, hein, de la part des IOL. Un bon tonneau là pour Odoamne. Maintenant il faut qu'il fasse l'exploit, ça me paraît infaisable. Les IOL qui vont arracher leur 3e victoire dans ces LCS Europe. Et ce sera pas la semaine du 2-0 pour Splice. Aïe, pas d'extension. Mais c'est mérité, honnêtement, c'est une victoire totalement méritée pour les Unicorn of Love. Certes, il manquait quand même quelques petites choses pour vraiment faire une game parfaite. Mais les YOL ont été devant du début à la fin, ils se sont fait quelques frayeurs mais ils dominaient le jeu principalement par la vision et par la prise d'initiative. La gestion des objectifs a été plutôt bien gérée entre la prise des T1 suite à la pression early, les premiers dragons qui ont eu leur impact parce que sur la fin de game, c'est ce qui a forcé les Splice à jouer le Elder. Le double infernal, c'est ce qui rend pas... Alors, il y a plein d'autres bien sûr éléments, mais quand on voit les dégâts, à quel point le fight était close, c'est ce qui fait la différence dans le fight. Bon, il peut être content de son équipe, là, la nouvelle vedette YOL. Remplacer Romain Bijard, c'est pas facile, hein. Il avait quand même quelques atouts pour lui, mais en tout cas le travail est fait. Six-pack, ouais, mais c'est... J'ai essayé de le mettre en liquide. Ça s'achète pas, J'en jette beaucoup moins, quoi. Ça s'achète pas, malheureusement. Ça se travaille, les abdos. C'est à la sueur, mais bon, c'est difficile après de passer après lui, donc faut pas comparer, tu vois. Mais il est français. Oui, en plus. Je savais pas en fait. Ouais, il s'est placé. Mais c'est vrai que la structure UL fait beaucoup confiance aux Français et à leur manière de concevoir l'e-sport. Et on est une vraie culture e-sport. Ça me paraît évident. Tu m'étonnes. Faire confiance à la France.
Bah attends, on n'est pas même aux États-Unis maintenant, il faut confiance à la France. Oui. Bon, là en français dans les crews, il y a Duke chez Splice, il y a Lef en manager Vitality, donc il y a ce nouveau manager UOL, il y a Romain et Zab du côté des NA. Donc oui, il y a eu un takeover. Bah, il y a du monde, puis après il y a aussi les anciens, hein, Sean, Sam Sofresh alors Sofresh qui est belge, mais on le considère français parce qu'il a tellement joué sur notre. Quand il gagne, il est français. Quand il gagne, il est français. Mais il y en a eu encore plein d'autres, donc c'est vrai que pour l'instant, on se débrouille assez bien. Et c'est vrai qu'on parlait aussi beaucoup de la reconversion potentielle des joueurs. Bon, Rakim, hein, Yellowstar qui lui a vraiment fait ce choix maintenant d'aller encadrer LDLC. Ça peut être peut-être quelque chose qui va intéresser, je pense, les prochains joueurs d'expérience français qui vont sortir de la scène. C'est vrai qu'on a eu une énorme période à un moment avec beaucoup de joueurs français. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, même si du coup ça pioche. Mais on a maintenant plus les petites pépites, les petits talents assez discrets, assez silencieux, mais qui fracassent in-game. Faut qu'ils prennent. Alors qu'avant on avait les mecs badass. Faut qu'ils prennent de l'XP. Du coup, eh bien, superbe victoire du UOL. On attend pour l'interview un peu avoir les retours sur cette game. On s'est fait peur hein, de chaque côté. C'était pas très propre, mais le Splice qui une fois de plus choque un peu leur early game. C'est-à-dire que le move qui les met mal parce que ils arrivent à faire le first blood. Ils arrivent à gérer un petit peu la pression qui est mise sur Xerxes, qui n'était pas facile à gérer. Hein. Je pense que les UL ont très très bien joué leur domination en lane. Totalement. On prend des pics qui ont du mal sur ces phases de lane et derrière on fait un move, sauf qu'un move quand t'as pas la bonne compo qui te fait perdre pied, si derrière UL fait pas d'erreur, il déroule. Ça va que c'est UL et donc le jeu n'est pas parfait. Donc Exile a redonné un peu de. Enfin, il a win, mais ouais, Exile, il a eu un gros passage à vide où il est mort en chaîne en essayant de faire du split, en essayant de faire du pick-up. Et c'est pas assez propre encore, Splice. Hein. Non, là, clairement, moi, c'est la première game que j'ai l'occasion de suivre de leur part. Et après, c'est vrai que moi, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop Sejuani, même si c'est un champion très très fort et que je suis plutôt fan de la méta et de la mentalité de Jarvan. C'est vraiment ce côté où, quand tu as cette domination sur les lanes et que tu es Sejuani. Qu'est-ce que c'est dur, je trouve, de se rendre intéressant. Après, là, il y a eu un très très bon jeu entre le jungler et le support côté UOL, faut pas l'oublier. Et on a l'interview, on revient juste après. Well, the first win of the week against Splice. How are you feeling today about this victory? I'm feeling really happy because, we're showing improvement every week. So, I'm really happy about the win. Yeah, we talked to Cole last week about that, and I want to have your opinion as one of the last remaining members of the last year's UOL. You had some struggle. What did you guys work on to make the kids successful this week? I mean, I think we are struggling a bit this split, but I think we're improving a lot these weeks in our macro and our late game teamfights and all of this, which is what we are struggling the most. So I think we're improving on this. And what are your hopes for the rest of the splits at the moment? I mean, we hope to reach playoffs. It's getting harder and harder, but I think we can do it. Okay. And you had a lot of support from the EOL fans all over the studio, everywhere. So is there anything you would like to say to them? Oh, thank you for staying with us even in the hard times. You guys are great. Well, thank you very much, Samox. And thank you very much, guys. We're going to send it over to break. And after that, it's going to be Roccat versus G2. Don't go anywhere. Aucun souci. Hein. Merci Bibi pour cette interview. Ça fait plaisir de l'avoir ici. Mais oui, ça fait toujours rigoler. Donc Samuel qui disait brièvement qu'ils avaient beaucoup travaillé, notamment leur teamfight. On disait au pré-show vraiment avant UOL, tout le reste n'était pas bon, mais en teamfight c'était les dieux et ils arrivaient en mid-game et ils te remontaient un teamfight absolument incroyable. Là c'était leur point faible. Ils l'ont bien travaillé. Ce qui est bien, c'est que je pense que Chippy connaît. Chippy connaît un peu comment bien faire ce teamfight, parce qu'il a eu des générations de UOL, il sait comment ça marche, il a réussi à les pousser dans le bon sens et ça a bien fait son taf. Du coup, ça fait 1-0 pour les UOL, 3-8, ça y est on remonte, 5-6 pour les Splice qui vont devoir bien demain affronter Schalke, on verra s'ils peuvent retourner faire une semaine à 1-1. Le prochain match de la journée verra s'opposer, c'est dans le désordre en fait, donc on a l'overlay normalement. Ce sera G2 Roccat, il y a eu des modifications de planning, ce sera après la pub, ce sera avec Sean et avec Chips. A tout de suite sur Gaming TV.